Aujourd'hui, en studio avec nous, Madame Manon Deblois, inhalothérapeute chez Biron Soins du Sommeil. Bien, bonjour, Madame Deblois. Bonjour, enchantée. Enchantée. Madame Deblois, vous venez nous parler d'apnée du sommeil aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est exactement l'apnée du sommeil? En fait, l'apnée du sommeil affecte la population en général, un nombre important. On parle de 10 à 15% de la population, hommes, femmes et enfants. On en parle de plus en plus. C'est parfois confondu à des maladies qu'on connaît bien. Alors, les signes et symptômes, par exemple, ressemblent beaucoup à ceux de la dépression, de l'épuisement professionnel, du burn-out. Et il y a aussi des maladies qu'on connaît bien, comme le diabète de type 2, l'hypertension artérielle et les maladies cardiaques, qui sont très proches de l'apnée du sommeil. D'accord. Alors, l'important, il faut en parler, puis c'est aussi d'aider les gens à se reconnaître. Est-ce que je pourrais souffrir d'apnée du sommeil? Et puis là, vous avez parlé d'enfants qui pourraient même souffrir d'apnée du sommeil. Souvent, les enfants, des burn-out, des choses comme ça, c'est très, très rare chez les enfants. Pourquoi un enfant pourrait souffrir d'apnée du sommeil? Chez les enfants, bon, c'est une clientèle à part, mais bon, on parlait d'obésité. On va en parler. L'obésité va augmenter le risque de 12 à 20 fois. Donc, on sait que l'obésité en général a augmenté ces dernières 10 ans environ. Chez les enfants aussi, bien, il y a un peu plus d'obésité, mais au même titre que chez les adultes. Par contre, chez les enfants, souvent, on va voir un problème au niveau des amygdales, donc une hypertrophie amygdalienne. Il faut comprendre que l'apnée, 95% du temps, c'est obstructif. Donc, c'est une obstruction au niveau des voies aériennes supérieures. Donc, si on a les amygdales très, très enflées, il y aura une obstruction du passage de l'air. Donc, chez les enfants, à ce moment-là, on va les référer en ORL et souvent, bon, après une petite chirurgie, on va enlever les amygdales et tout, on va recontrôler et souvent, ça rentre dans l'ordre. Mais il arrive qu'on doit traiter des jeunes patients sous traitement à pression positive. Et est-ce qu'il y a peut-être des symptômes de l'apnée du sommeil? Est-ce qu'il y en a plus qu'un? Oui, quand on souffre d'apnée du sommeil? Il y en a beaucoup. Alors, chez les enfants, pour clore, là, ça va être, on pourra parler au lieu de dépression, tout ça, plus de troubles d'attention. D'accord. Déficit d'attention, difficulté de concentration, tout ça. Chez nos adultes maintenant. Alors, la première question, ronflez-vous? Moi, personnellement, non, j'ai la chance de ne pas ronfler. Bon, alors, tous les ronfleurs ne font pas nécessairement d'apnée. Par contre, tous les apnéiques ronflent. D'accord. Et pas nécessairement comme un train. OK? Alors, il faut s'entendre, parce que des fois, les apnées sont très, très longues. On n'a pas l'impression, l'arrêt est long. On peut penser à ce moment-là qu'on a l'impression qu'il ronfle moins, il fait juste de gros bruits bizarres à la reprise de la respiration. L'apnée, arrêt complet de la respiration au moins 10 secondes. Oh, c'est quand même associé, grave. oui, tout à fait, associé à une baisse d'oxygène. Et parfois aussi, on peut parler d'obstruction, mais partielle. Donc, à ce moment-là, d'hypopnée. C'est souvent jumelé. Donc, est-ce qu'on ronfle? Si on a répondu oui, il faut se questionner sur autre chose. Est-ce qu'on est fatigué après une nuit normale de sommeil? Est-ce qu'on manque de concentration? Est-ce qu'on a de la difficulté à rester concentré? Est-ce qu'on a de la difficulté avec la mémoire, surtout la mémoire courte? Est-ce qu'on a des maux de tête au matin? Est-ce qu'on est plus irritable? Est-ce qu'on souffre d'hypertension artérielle? Est-ce qu'on prend des médicaments pour notre pression? Est-ce qu'on a un problème cardiaque? Ou même, est-ce qu'on souffre de diabète de type 2? Alors, ça, c'est des choses qu'on connaît bien actuellement. Alors, si on a répondu oui, il y a lieu d'aller voir un petit peu plus loin. Alors, on en discute avec notre médecin ou on peut aussi aller sur le site web de Biron Soins du Sommeil et faire un dépistage en ligne. Puis je pense que l'apnée du sommeil, c'est quelque chose que de plus en plus de gens sont atteints d'apnée du sommeil. Est-ce que vous avez des statistiques pour prouver ça, pour peut-être la gravité de cette situation-là? Oui, en fait, je vous disais environ 15% de la population. Ce qui est très malheureux, c'est qu'actuellement, 85% de ces gens-là ne sont pas diagnostiqués. On peut se faire diagnostiquer dans les centres hospitaliers, aussi dans des entreprises privées. Les délais sont quand même longs là, au niveau du public. D'accord. Alors, c'est possible de le faire en privé également. Les délais sont plus courts, mais évidemment, il y aura des frais à ce moment-là. Et c'est une maladie qui se traite très, très bien et de différentes façons.
Alors, les signes et symptômes de jour, on en a parlé un petit peu tantôt, donc fatigue, irritabilité, maux de tête, syndrome dépressif, changement d'humeur, troubles de libido même, voire même dysfonction érectile également. Au niveau de signes de nuit, on parle évidemment de ronflement, sommeil agité. Est-ce que le patient ou la patiente a des sueurs nocturnes? Est-ce qu'il s'est déjà réveillé, ne serait-ce qu'une fois, avec l'impression de manquer d'air ou d'étouffer? Est-ce qu'il se lève fréquemment pour uriner la nuit? Alors ça, c'est tous des signes et symptômes. Un autre signe qui pour moi est très révélateur, le cou. Alors, le cou d'un individu, homme ou femme. Alors, les bons coups courts, il faut comprendre, je vous l'ai dit tantôt que c'était obstructif. Alors, c'est un problème mécanique. Alors, eux sont prédisposés à souffrir probablement d'apnée du sommeil obstructive. Alors, on va prendre une mesure du cou qu'on va ajuster selon certains critères. Donc, le cou va être un indicatif. Oui. Par contre, il ne faut pas juste se mettre une étiquette sur l'obésité et les bons coups. Il y a des patients, et j'ai déjà soigné des patients qui étaient toutes minces, voire même maigres, qui souffraient d'apnée du sommeil sévère. Alors, à ce moment-là, ça peut être dû à une rétrognathie, par exemple. Un petit menton qui est fuyant vers l'arrière. D'accord. Alors, ça pourrait venir changer la structure au niveau des voies aériennes et causer une obstruction des voies aériennes sévère. Quand est-ce qu'on commence à s'inquiéter et quand est-ce qu'il faut traiter? Généralement, on fait un test diagnostique qui va confirmer combien de fois par heure on arrête de respirer, combien de temps dure l'apnée du sommeil. Et on commencera à traiter souvent quand les gens ont plus de 15 événements à l'heure. Et s'il y a moins que 15 événements à l'heure, on va regarder s'il y a une fatigue de jour inquiétante ou s'il y a des maladies comme l'hypertension, le diabète et les maladies cardiaques là, associées. Quand vous parlez de traitement des personnes, est-ce que vous les faites dormir finalement puis analyser leur sommeil, de quelle façon ils réagissent quand ils dorment? Est-ce que c'est un des tests que vous faites? Oui, en fait, ça, c'est le diagnostic. Et il est très important. Au départ, il faut dépister, il faut se reconnaître, il faut en parler au médecin. Si on soupçonne que, il faut en parler à notre médecin qui, lui, va prescrire un test diagnostique qui se fera à l'hôpital ou en laboratoire ou même à la maison. D'accord. Okay? Et suite à ça, suite aux résultats, donc on va avoir un nombre d'événements, désaturation en oxygène, tout ça, on va proposer un traitement. Alors là, le traitement, il sera différent dépendamment, pas d'une personne à l'autre. En fait, le traitement de choix, ça reste l'appareil à pression positive, le fameux CPAP, qui est un traitement excellent. C'est une pression positive d'air qui est envoyée dans les voies aériennes. C'est pas de l'oxygène, mais on va porter un petit masque la nuit. Et ça va faire comme un pneumatique au niveau des voies aériennes. Ça va les garder ouvertes, de sorte qu'il n'y aura plus d'événements. Puis les stades de sommeil vont être aussi respectés. Parce qu'il faut comprendre, c'est que l'oxygène chute, le cœur compense, mais le cerveau, lui, va fragmenter les cycles de sommeil pour réveiller le patient inconsciemment, qui va reprendre sa respiration. Alors, les cycles de sommeil, ils sont importants. Puis quand ils sont altérés pendant la nuit, il va y avoir de la fatigue de jour inquiétante et bon, il va y avoir des répercussions socialement, au travail aussi, dans l'environnement du patient. Il va avoir de la difficulté à fonctionner. Alors ça, c'est un traitement de choix. Il y a d'autres traitements possibles aussi. Et finalement, en terminant, les gens qui voudraient peut-être avoir un petit peu plus d'informations sur l'apnée du sommeil, est-ce qu'il y a un site Internet à visiter pour avoir des petits détails? Oui, tout à fait. Il y a une conférence éducative qui s'adresse au grand public, aux étudiants, aux professionnels de la santé, qui a lieu, en fait, en lien avec l'Association pulmonaire du Québec et Biron Soins de sommeil, qui est le commanditaire principal, qui va avoir lieu à Sherbrooke le 21 novembre prochain à l'hôtel Delta, toute la journée, de 9h à 4h. Il y aura des conférences aussi par un médecin spécialiste. En passant, le spécialiste de l'apnée du sommeil, c'est le pneumologue. Alors, les pneumologues. Il y aura conférences données par des pneumologues et d'autres intervenants, inhalothérapeutes, etc., tout au long de la journée. Donc, c'est intéressant. On peut le voir sur le site www.qc.poumon.ca ou on peut aussi aller faire un test de dépistage en ligne et avoir beaucoup d'informations sur le groupe Biron. Donc, www.groupebiron.ca. Alors, vous allez dans l'onglet Soins de sommeil et il y a un dépistage en ligne où vous êtes supporté et on va vous questionner sur les signes et symptômes et puis vous diriger vers votre médecin traitant. Bon, on vous remercie beaucoup de votre visite, Madame Lebois. Merci, ça a été un plaisir. Merci. Bonne journée.